de Radio Mali. Il est 13 heures. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette édition. Ouverture hier en Égypte du sommet mondial sur le climat. Plus de 200 pays rassemblés pour donner un nouveau souffle au réchauffement climatique et ses impacts. La voix du Mali est portée par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Agibou Koulibaly depuis Sharm el-Sheikh nous dira les attentes du Mali. Pendant ce temps à Caille, c'est le projet Forêt olympique entre le Mali et le Sénégal qui est sur la table pour partage et recueillir les contributions pour sa bonne mise en œuvre. Moriba Keïta nous parlera de ce concept Forêt olympique. Dans son dossier de ce lundi, la conscience professionnelle, celle qui est loin d'être une valeur partagée dans tous nos services. Les raisons de l'effritement de la conscience professionnelle, c'est avec Bourama Traoré. En sport, Fotigi Tunkarala sera pour le tour d'horizon de l'actualité sportive. Il nous parlera de la deuxième journée du championnat national de Ligue 1, du tour de cadrage de la Coupe CAF. Le Djoliba et l'Astral sont concernés et du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Europe avec déjà 2 affiches alléchantes. Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Milan AC, Real de Madrid, les 2 clubs les plus titrés de la compétition. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 7 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Tout d'abord, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la cérémonie aux couleurs à la présidence de la République. Cette montée de drapeau se déroule tous les premiers lundis du mois et a été initiée par le président de la transition. Elle a pour but d'éveiller le sens du patriotisme. Elle s'est déroulée en présence du personnel de la présidence. Je le disais dans les titres, la COP27 s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh en Égypte alors que les événements climatiques violents se multiplient à travers la planète. Sécheresse, inondations en Afrique, canicules et incendies à répétition en Europe. L'objectif de ce rendez-vous planétaire qui rassemble plus de 200 pays est de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. La voix du Mali est portée par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Envoyé spécial à Sharm el-Sheikh en Égypte, Agibou Koulibaly et Mbarakou Maïga. Cette 27e COP a pour objectif principal de rehausser l'ambition climatique. Les États avaient jusqu'au 23 septembre dernier pour soumettre leurs nouveaux engagements climatiques alignés sur une trajectoire de 1,5 degré Celsius. Drissa Doumbouya est le point focal national changement climatique à l'AEDD. Le Mali est venu avec beaucoup d'espoir parce que nous nous sommes dit nous sommes sur le continent africain. Et chaque fois que la COP a eu lieu sur le continent africain, ça aboutit à des résultats probants. Donc l'espoir est permis pour cette COP de Sharm el-Sheikh sur un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est l'adaptation. Comment doubler le financement de l'adaptation. Le deuxième espoir, c'est surtout sur les questions de pertes et dommages. Aujourd'hui, qui est une thématique cruciale pour la négociation, les pertes et dommages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos populations vulnérables qui sont en train de perdre leur production, leur productivité, qui sont en train de perdre leurs biens, les ressources naturelles, les écosystèmes détruits à cause du changement climatique, il faudrait qu'il y ait un moyen de compenser et toutes ces pertes avec ces préjudices qui sont causés aux populations vulnérables. Pour le ministre en charge de l'environnement, le Mali vient à ce sommet mondial avec des ambitions fortes. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La moisson va être très bonne parce que les contacts préalables ont été déjà faits par le directeur de l'Agence de l'Environnement et du Développement durable et l'ambassadeur du Mali ici présent au Caire. Et nous pensons qu'au terme de ces échanges, quand même, le Mali en sortira très heureux pour le financement des projets verts au niveau de notre pays. Il faut rappeler qu'au cours de ce sommet international, le Premier ministre par intérim fera une communication pour défendre la position du Mali en matière de changement climatique. Sharm el-Sheikh, Agibou Koulibaly et Barakou Maïga pour l'ORTM.
Toujours sur le même sujet, mais cette fois-ci à Caille, où a eu lieu l'atelier de partage d'informations et de validation du mécanisme d'intervention du projet Forêt Olympique. Cet atelier a été organisé par TreeAid. Il s'inscrit dans le cadre d'un processus participatif de la conception au suivi en passant par la mise en œuvre du projet afin de partager les informations et recueillir les contributions des parties prenantes de la cité des Rails, Moriba Keïta. Durant 2 jours de travaux, cet atelier a permis aux participants d'accueillir l'apport des experts de la région de Caille, de passer en revue le processus du projet, d'où la satisfaction des uns et des autres. Sekou Keïta, bénéficiaire du projet TRI 2. Durant ces 2 jours de travaux, nous avons été très bien édifiés. Nos souhaits ainsi que ceux du projet seront exaucés, plaisent à Dieu et nous y bénéficierons beaucoup. Commandant Sidi Kone, agent des eaux et forêts. C'est pour comprendre vraiment le projet même en question. Donc nous avons mené des réflexions et nous avons fait des partages sur la mise en œuvre du projet. Financé par le Comité international olympique et mis en œuvre par TRI 2, ce projet carbone forestier est une initiative des gouvernements maliens et sénégalais. Il fait partie d'un programme plus large qui soutient l'initiative de la Grande Muraille Verte menée par l'Union africaine pour la lutte contre la désertification croissante au Sahel et au Sahara. Amadou Tangara, manager du programme TRI 2. CAI est une priorité pour TRI-Aid. Non seulement nous contribuons à l'atteinte des objectifs nationaux en lien avec la Grande Muraille Verte dans la région de CAI, mais aussi nous nous sommes engagés dans la récupération du bassin versant du fleuve Sénégal. Nous avons de grosses ambitions pour cette région, donc nous en appelons à la mobilisation totale et des autorités, et des communautés, et des élus de cette région-là. Donc c'est un début de travail, ce projet nous a servi de porte d'entrée et nous souhaitons vraiment faire le maximum pour l'atteinte de nos objectifs dans cette région et l'atteinte également des plans stratégiques en lien avec l'environnement. À l'issue des travaux de cet atelier de partage d'informations et de validation du mécanisme d'intervention du projet Forêt Olympique, des documents ont été remis aux participants pour leur permettre d'être mieux édifiés. Kaï, Moriba Keïta, Sidi Aïdara pour l'ORTM. En attendant la mise en œuvre effective de ce projet Forêt Olympique à Caille, à Koulikoro, on se penche sur le processus d'élaboration du programme de développement économique, social et culturel PDSEC 2023-2027. C'est organisé par le Conseil régional de la cité des Méguétans. Cet atelier ordonne le démarrage des travaux du PDSEC 2022-2023. Ousmane Kouita. Il s'agit à travers cet atelier de lancer le processus d'élaboration du programme de développement économique, social et culturel PDSEC 2023-2027 du Conseil régional de Koulikoro. Un exercice qui permet d'aider les acteurs à comprendre l'importance et les enjeux du PDSEC dans le développement de la région de Koulikoro. Mbare Diko, premier vice-président du Conseil régional de Koulikoro. Tous les grands projets que nous souhaitons réellement réaliser dans 5 ans sont pris en compte par le PDSEC pour ne pas avoir des surprises désagréables avec les bailleurs auprès de qui nous cherchons le financement de nos grands projets. Un exposé sur le plan et le contenu du document a permis aux participants d'identifier les différents acteurs et leur rôle. Cet espace d'échange et de partage a également été l'occasion pour les participants de comprendre l'importance de la mobilisation sociale autour du processus d'élaboration du PDSEC, surtout sa mise en œuvre. Amadou Diawara, directeur régional de la planification, de l'information, de l'aménagement du territoire et de la population. C'est une nouvelle génération de PDSEC qu'on va élaborer au niveau de la région, qui va intégrer en plus du classique, des thématiques liées au changement climatique, au genre, à la sécurité alimentaire. Ça va éviter à la région de faire un pilotage à vie. C'est-à-dire nous aurons un document où tout est programmé et planifié. Donc la mise en œuvre sera très facile. Nchikita, directeur régional de l'agence de développement régional ADR de Koulikoro. Pour ce PDSEC, on n'a pas pris de consultants. On a fait confiance à des compétences au niveau régional et on a mis en place cette équipe technique. Notre rôle, c'est vraiment animer tout le processus, rédiger le PDSEC et jusqu'au PDSEC final. On prépare à cet atelier les représentants des services techniques, des collectivités, des structures fêtières et ceux de la société civile de la 2e région. Koulikoro, Ousmane Kouita, Ramassingare pour l'ORTM.
Dans la cité des 333 anciens à Tombouctou, on se plante sur les informations statistiques de la région qui était au cœur d'une rencontre de 2 jours initiée par le conseil régional en collaboration avec la direction régionale de la statistique. Cette rencontre, 3e du genre, va permettre aux services sociaux de base de produire le compte économique de la région dont la validation sera faite par l'Institut national de la statistique. Depuis Tombouctou, Yeya Tandina. Conformément à la nomenclature de la comptabilité nationale, le Conseil régional et l'ensemble des services techniques de la région de Tombouctou, sous le leadership de la Direction régionale de la statistique, ont procédé pendant 2 jours à la production des informations statistiques de la région. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du compte économique de Tombouctou, 3e du genre. Oumayata Ousmane Touré, représentant du Conseil régional de Tombouctou. Ces comptes en fait servent à donner le poids économique de la région de Tombouctou au niveau national, de l'économie nationale, du développement économique régional. Et ces comptes servent justement à donner la contribution de la région au niveau du PIB national. On prépare à cette rencontre les responsables des services sociaux de base, la société civile et les collectivités. Cette rencontre d'une utilité capitale a été saluée par les organisateurs. Oumayata Ousmane Touré, représentant du Conseil régional de Tombouctou. La région de Tombouctou a des grandes potentialités, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit la pêche. Donc la région regorge d'énormes potentialités. Donc les comptes économiques peuvent donner beaucoup de choses en tout cas, qui contribuent valablement vraiment dans l'évolution du PIB régional. Ce document, fruit d'une large concertation entre spécialistes, sera validé au niveau de l'INSTAT, Institut national de la statistique. Tombouctou, Yehiya Tandina, Alou Koulibaly, Hassan Aïdara pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du Mali. Au Sénégal, un journaliste a été arrêté hier à son domicile et placé en garde à vue par la police. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires contre des gradés de la gendarmerie et diffusé des documents secrets de l'armée. À la veille de cette arrestation, une autre journaliste, Fatou Dione, a été violentée par les forces de l'ordre lorsqu'elle couvrait une manifestation. 2 affaires qui ont provoqué le mécontentement des syndicats de journalistes. La Tanzanie est en deuil après un accident d'avion hier de la compagnie Precision Air Flight dans le nord-ouest du pays. L'appareil s'est abîmé dans le lac Victoria. Au moins 19 personnes sont mortes, indiquent les autorités, alors que les opérations de sauvetage ne sont pas encore terminées. Un responsable local, le commissaire régional Albert Chamamila, avait auparavant indiqué que 26 personnes avaient pu être secourues sur les 43 personnes à bord de l'appareil, les 2 pilotes et les 2 autres membres d'équipage y compris. Mais la compagnie Precision Airfly, qui appartient en partie à Kenya Airways, a indiqué dans un communiqué que 24 personnes avaient survécu à l'accident. Aux États-Unis, c'est J-1 avant les élections de mi-mandat. Ces élections, moins suivies que l'élection présidentielle, sont très importantes et avec des enjeux multiples. Ce vote déterminera également la façon dont Joe Biden pourra gouverner les 2 prochaines années. Une très grande partie du Parlement va être renouvelée pour ce scrutin. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants, la Chambre basse du Congrès qui siège au Capitole, et 35 des 100 sièges du Sénat sont remis en jeu. La majorité des 2 assemblées est entre les mains, pour le moment, du Parti démocrate, le parti du président Joe Biden. Au Sénat, cette majorité ne tient qu'à un siège. Le scrutin va donc permettre de dessiner le paysage politique pour les 2 prochaines années jusqu'à la prochaine élection présidentielle de 2024. À noter que le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump vont tenir 2 meetings dans 2 États américains. Place à présent à notre dossier de tous les lundis. Chacun de nous se dit indisposé, mais dans la pratique, elle est loin d'être une valeur partagée dans beaucoup de nos services publics et privés. Il s'agit de la conscience professionnelle, c'est-à-dire la volonté de bien faire son travail. Cette conscience professionnelle se manifeste par le respect de l'engagement, l'honnêteté ou la probité requise pour satisfaire ses obligations. Les raisons de l'effritement de la conscience professionnelle sont multiples, parmi lesquelles le favoritisme, la non-reconnaissance du mérite et le manque des sanctions. Quand le travail bien fait devient du m'as-tu vu, c'est un dossier signé Bourama Traoré et Marc Dambélé. C'est une rediffusion. Oui, bonjour. Dans son service, il est devenu une référence par sa ponctualité, surtout son amour pour le travail bien fait.
Ibrahima Kouyaté est agent au centre secondaire d'état civil de Bozola, en communauté du district de Bamako. Pour lui, assurer les services publics est une grande responsabilité. Moi, je viens ici à 6h45. Moi, je viens tôt pour le service des gens. Il faut que tout le monde travaille bien. C'est ça qui va nous sortir des crises. Cet agent pour qui le travail bien fait n'est jamais perdu a tout simplement une conscience professionnelle, une valeur qui reflète l'engagement d'un travailleur à s'acquitter régulièrement et correctement de ses obligations, comme nous l'explique le sociologue Ali Tunkara. On entend par conscience professionnelle d'accomplir de façon satisfaisante les tâches qui nous sont confiées dans l'exercice d'un métier ou d'une fonction. Donc la conscience professionnelle, effectivement, elle fait allusion à cette assiduité, et surtout de ne pas oublier de quoi sommes-nous appelés à assurer comme responsabilité. Quand la conscience professionnelle devient la règle seulement pendant la quête d'emploi ou le temps d'être régularisé, malheureusement, ce comportement est observé par certains travailleurs au niveau des services publics et privés, comme l'a constaté le magistrat Oumar Senou, spécialiste des questions d'éthique. L'effritement de la valeur travail, c'est-à-dire que celui qui travaille dans le service est même souvent indexé à tort. Si la conscience professionnelle se manifeste par le travail bien fait, le contraire peut porter un coup dur au bon fonctionnement d'un service. L'autre facteur négatif et non le moindre, c'est l'absentéisme. Quand on met bout à bout, on évalue l'ensemble des absences dans nos administrations publiques et privées, c'est des manques à gagner importants. Je prends le cas par exemple du Bénin pour lequel une étude vient d'être faite. L'absentéisme a représenté à peu près pour une seule année 10 000 pertes d'emplois. Rien que l'absentéisme. Vous voyez comment est-ce que cela a une incidence sur le travail? Faut-il décrire la conscience professionnelle seulement par la régularité au service? La réponse est certainement non. Pour le magistrat Oumar Senou, rien n'est plus gênant que la présence d'un agent qui ne travaille pas. Ce n'est pas uniquement une approche présentielle, c'est-à-dire le fait d'être présent au travail. On peut être présent et ne pas travailler. C'est une forme d'inconscience où on passe le temps ailleurs, qu'est-ce qui se passait au grain, on passe tout le temps et alors qu'il y a des missions de service à accomplir. Sur la question, la position de la religion musulmane est sans ambiguïté. Le travail bien fait est plus qu'une responsabilité, comme nous l'explique Ousmane Diarra, spécialiste en droit islamique. Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne que celui qui nous trahit, qui ne s'acquitte pas de ses responsabilités correctement, il est considéré comme il a trahi la communauté. Donc, en tant que musulmans, quand on s'engage pour un travail, nous devons respecter les clauses de ce travail pour que ce qu'on gagne comme salaire soit licite pour nous. Donc, le musulman, il doit être digne de confiance. Dans un service où le mérite n'est pas reconnu, l'inconscience professionnelle aura un terrain fertile sur lequel va pousser le favoritisme, selon le magistrat spécialiste des questions d'éthique. Quand on parle de favoritisme dans le recrutement, ça c'est un niveau élevé d'inconscience professionnelle. Parce que vous appartenez à X, ou bien vous avez telle situation, on fait passer votre enfant. Ça, c'est une forme d'inconscience professionnelle. Et au niveau du recrutement, on le sent, mais l'incidence va se faire sentir tout au long de l'activité de celui que vous avez recruté dans ce sens. L'autre facteur explicatif de l'inconscience professionnelle, c'est la recherche du gain facile, de quoi contribuer à fouler aux pieds les valeurs clés de la société. Il faut nécessairement que l'on retourne à nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est quoi? C'est essayer de faire en sorte que tout ce qui faisait de l'homme sa vraie valeur puisse renaître. Valeur de dignité, valeur de probité, valeur d'honnêteté, valeur de courage, valeur d'efficacité et d'efficience. Ça, ce sont des valeurs que nous connaissons, mais aujourd'hui, c'est en perte de vitesse. Tout ça, c'est parce que c'est le gain facile. On veut s'enrichir vite et sans travailler. Ali Tunkara est sociologue. De faire en sorte que ceux-là qui font bien le travail, que ce terrain soit également compensé ou récompensé. Mais très souvent, dans le contexte malien, le mérite, l'assiduité, la rigueur sont des valeurs qui ne sont pas reconnues par la hiérarchie. Allons vers la culture de redevabilité, allons surtout vers la reconnaissance du mérite de ces acteurs, hommes et femmes, qui se sont distingués par la rigueur et par l'assiduité. Pour promouvoir la conscience professionnelle, le leader doit être un modèle, car cette éthique est malmenée partout où l'incompétence managériale sévit. Les explications du magistrat Oumar Senou. Il faut l'exemplarité. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. Il faut qu'il y ait des référentiels humains vivants, c'est-à-dire des gens auxquels on se réfère. Pas dire Soundiata Keïta ou bien Soumaoro Kanté, non.
Il faut dire, voici telle personne, c'est un exemple. Quand on donne l'exemple, les autres vont suivre. Mais il faut également les sanctions disciplinaires. Parce que les textes ont prévu les sanctions, mais malheureusement, on ne les applique pas. Si l'application des sanctions fait défaut, une évidence tout de même, la conscience professionnelle est un pilier essentiel sur lequel doit s'appuyer un service pour se développer. Mais quand ce danger n'est pas compris par le personnel, le travail devient de ce qu'on appelle « m'as-tu vu ?» Il sera là dans un instant pour donner toute la bonne information et ce ne sera pas du motivé. Oui, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que j'accueille dans ce trésor Fotigi Tunkara pour la page sportive. Bonjour Fotigi. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Alors, on commence par le championnat national de Ligue 1. La deuxième journée était au programme hier. Oui, une deuxième journée déjà marquée par la défaite du Stade Malien de Bamako. Hier, au stade Omnisport Modibo Keita, les Blancs de Bamako ont perdu 1-0 devant Asco. But inscrit à la 14e minute de jeu par Massa Diaré. À la réception d'un centre, il n'a laissé aucune chance au portier du stade Ngolo Traoré. Les transfuges du Binga FC, avec des défaites de suite pour commencer le championnat. La saison 2022-2023 est mal embarquée pour le Stade Malien de Bamako. Juste après en seconde heure, le 11 créateur de Nyarela a battu Black Star de Badalabougou par le même score 1-0. Autre résultat de cette deuxième journée, il est olympique s'est incliné 2-1 devant les Sauvé. El Seba est tombé 1-0 face à l'AS Bakadjan de Barouili. À présent, sur le continent, tour de cadrage de la Coupe CAF, les matchs se jouent ce mercredi. Oui, les qualifiés donc pour la phase de poule de la Coupe CAF seront connus ce mercredi à l'issue de ces matchs retour. C'est justement dans ce cadre que l'AS Real de Bamako, qui était en déplacement la semaine dernière en Bamban, reçoit ce mercredi à partir de 16h Royal Léopard de l'Eswatini au stade du 26 mars de Rimadio. Déjà au terre d'un nul prometteur, un but partout à l'aller, les Scorpions sont en ballottage favorable et disposent d'un léger avantage en vue de la qualification pour la phase de groupe de la Coupe CAF. Mais attention, les Scorpions doivent garder les pieds sur terre et rester concentrés dans la mesure où un simple avantage en football ne saurait être une assurance tout risque pour une équipe. L'autre représentant malien dans ce tour de cadrage de la Coupe CAF, le Djolba AC, est en déplacement au Maroc où les Rouges affrontent ce mercredi à 19h phare de Rabat. Mission certes compliquée mais pas forcément impossible pour les Rouges. Ayant gardé sa cage inviolée ici à Bamako à domicile, le but à l'extérieur pourrait avoir son pesant d'or pour le Djolba AC. Autre ces rencontres, il y aura Marumo Alali Tripoli à 13h, Saint-Loua et Loua Lupopo Racing Club de Kadjogo à 14h, CS Faxien Kara à 14h, Diable Noir La Pache Echel à 14h30, Al-Aqdar Plateau United à 15h, Sporting Gagnoa à Sek Mimouza à 16h, Futur FC Primero Agosto d'Angola à 16h, Club africain Young African à 16h également, Pyramide FC et AS Nigelec à 17h, Royal AMTP Mazembe à 17h également, USM d'Alger Captain à 17h, Daring Club Moutema Pembe, Flambeau du Centre à 18h, Al Nasr River United à 19h et Renaissance Berkane US Monassir à 19h également. Toujours sur le continent, Ligue des champions d'Afrique, cette fois-ci au niveau des dames, Maroc 2022, la phase de groupe a pris fin hier dimanche. Oui, notamment avec la troisième et dernière journée de groupe B, marquée par la large victoire des Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, sans pitié des Congolaises du TP Mazembe dévastées 4-0. Dans l'autre rencontre du groupe jouée simultanément, les Nigérians de Bayelsa ont dicté leur loi aux Égyptiennes de Wadi de Glace balayées 3-0. Du coup, Mamelodi et Bayelsa qui terminent en tête avec respectivement 9 et 6 points se qualifient pour les demi-finales où ils rencontreront les deux premiers clubs du groupe A. Il s'agit de FAR Rabat et Simba qui comptent respectivement 9 et 6 points. Au compte de la troisième et dernière journée du groupe A samedi, FAR Rabat a battu Determined Girls du Libéria 2-0. Simba Queens de la Tanzanie a également dominé Green Buffaloes de la Zambie 2-0. En demi-finale, donc, on aura FAR Bayelsa et Mamelodi Sundowns Simba. On boucle avec la Ligue des champions d'Europe dont le tirage au sort des huitièmes de finale vient d'être effectué au siège de l'institution à Nyon en Suisse. Le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich ne se lâchent plus. Pendant ce temps, ce sera le remake de la finale de la saison dernière entre Liverpool et le Real de Madrid. Une erreur dans les titres m'a fait glisser que le Real va jouer contre le Milan AC.
Ça arrive souvent, hein. Il faut donc le faire avec les clubs 8e de finalistes donc, de la Ligue des champions d'Europe du football connaissent désormais leurs adversaires. Effectué ce matin, le tirage au sort a accouché de belles empoignades parmi les chocs les plus attendus donc figurent les affiches PSG Bayern pour le remake de la finale de l'édition 2020 remportée par les Bayern et Liverpool Real Madrid, l'affiche de la finale de la dernière édition remportée par le Real. Le RB Leipzig de notre compatriote Amadou Aïdara Doudou croisera le fer avec les Anglais de Manchester City. Les autres affiches qui sont donc plus ou moins équilibrées, il s'agit de Club Brugge, Benfica de Lisbonne, Milan AC Tottenham, Eintracht Francfort, Naples, Dortmund, Chelsea, Inter Milan, FC Porto. À noter que les matchs sont prévus pour les 14 et 15 et 21-22 février pour les matchs allés et les 7, 8 et 14-15 mars pour les matchs retour. Par ailleurs, le tirage au sort donc, des 8e de finale de la Ligue Europa a également été effectué ce matin à Nyon en Suisse. Il a donc réservé des affiches aussi alléchantes les unes que les autres. Voici le tirage au sort complet. FC Barcelone, Manchester United, Juventus de Turin, Nantes, Sporting Midtjylland, Shakhtar Donetsk, Rennes, Ajax Amsterdam, Union Berlin, Bayern Leverkusen, Monaco, FC Séville, PSV Eindhoven et RB Salzbourg, AS Roma. On va préciser que les matchs auront lieu les 16 et 23 février 2023. Merci Fodiki Tunkara pour ce tour complet de l'actualité sportive dans ce 13h passé des 24 minutes à Dramane Région Kaye. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Sidi Koulibaly, réalisation dossier Babadiara, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Gardez vos positions d'écoute dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir.